fait allusion un instant, qu'appelons-nous fantastique, nous, on va dire, à travers Todorov, qui a été le grand, j'ai amené avec moi le voici. Voilà. En plus, c'est bien parce que c'est mince. Donc, introduction à la littérature fantastique, bon, Todorov, 70, il s'est écrit un petit peu avant d'ailleurs, ça paraît, ça vote 68, 69, 70, je pense que c'est écrit peu près en 69. Donc, Todorov est un intellectuel, c'est presque une sorte de pléonasme que de le dire. Hein. Donc, les œuvres sur lesquelles va porter sa critique, et vont porter les critiques des intellectuels, qui vont, je pourrais vous citer Lubax, Bellman-Noël, Roger Caillois, évidemment, c'est avant tout quand même un exercice intellectuel. Je ne mets pas une frontière entre littérature populaire, je serais bien mal placé, et littérature, on va dire, élitiste, hein, ce serait d'abord une erreur, parce que tout se pénètre, et il faut quand même savoir qu'un des plus grands succès populaires, c'est quand même Marguerite Duras, par exemple. Hein. Bon, alors que, a priori, on pourrait penser que... Mais pas du tout. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fantastique, tel qu'ils le conçoivent, les critiques fantastiques s'exercent quand même sur des œuvres dont il est clair qu'elles ne sont pas la lecture la plus répandue des gens qui aiment le fantastique, aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais bien sûr un petit peu y revenir, hein, mais sachant qu'en littérature, il y a une grande région, puis deux provinces. Donc, il y a le surnaturel, général. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la mimésis, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à notre monde, les réalia. Et je vais reciter une phrase de mon ami Denis Mélier, hein, que je trouve très belle, que j'avais citée, je pense, l'an dernier pour les personnes qui peut-être m'avaient entendu. Denis Mélier écrit ceci: Madame Bovary est une femme comme une femme. Dracula n'est comme rien. Et de cette phrase, vous avez toute, si vous voulez, peut s'originer tout regard et toute réflexion sur la littérature fantastique. Madame Bovary, c'est la mimésis. Nous ne la rencontrerons jamais dans la rue, mais nous pourrions rencontrer des femmes qui partageraient avec elle des traits communs. Ça, c'est le réalisme, ça, c'est la mimésis. De l'autre côté des réalia, c'est-à-dire l'ensemble des choses de notre monde, il y a ce qu'on appelle en effet le surnaturel, mais que les surréalistes appelaient le surréel, par exemple, hein, que nous pouvons aussi appeler l'étrange. Donc, dans ce surnaturel, il y a, si vous voulez, une ligne de séparation. Là, nous entrons dans la vulgate todorovienne. C'est-à-dire que nous entrons dans cette réflexion critique française intellectuelle qui n'est sans doute plus partagée par, je dirais, la majorité aujourd'hui des critiques anglophones, par exemple. Donc, le surnaturel se partage en deux régions. Le merveilleux, conte, mythe, folklore, fable, allégorie, tout cela est du côté du merveilleux, et de l'autre côté, il faut quand même y arriver un jour ou l'autre, ce fameux fantastique. Donc, encore une fois, cette séparation, cette dichotomie, alors disons un grand mot, et puis après on va passer, on ne dira plus, eh bien, ne concerne longtemps en tout cas que les milieux intellectuels français. Parce qu'il y a si vous voulez, partout ailleurs, aux États-Unis, il y a un fantastique candidat, bon, nous allons le voir, en Angleterre aussi, il y a quand même des regards critiques bien différents. Bon. Cependant, donc, prenons en Trentin ce genre constitué. La pensée de Todorov s'applique surtout à un fantastique, je dirais, européen et américain. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous donner deux définitions et vous allez voir, vous allez entendre que ces définitions ne s'appliquent pas dès qu'on change de société. Alors, je reprends la définition. Todorov dit ceci: qu'est-ce que le fantastique? C'est l'hésitation éprouvée par un personnage, nous sommes dans la fiction bien sûr, hein, qui ne connaît que les lois naturelles,
brusquement confronté à un événement surnaturel. J'ajouterais en apparence surnaturel. Donc vous trouvez ces définitions bien sûr dans l'introduction au fantastique. Et Roger Caillois, autre grand critique, dit ceci, et je pense que cette définition, vous allez la conserver peut-être davantage, parce qu'elle va nous servir un petit peu aussi de pierre d'achoppement. Donc Roger Caillois, au cœur du fantastique. Tout le fantastique est rupture de l'ordre reconnu, irruption de l'inadmissible au sein de l'inaltérable légalité quotidienne. Inadmissible. Tiens, déjà, qu'admettons-nous, que n'admettons-nous pas, enfin bon. L'inaltérable légalité quotidienne, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Puisque je me suis penché sur des littératures un petit peu plus lointaines, si vous voulez, ce qui est notre légalité quotidienne. Nous sommes on va dire des voltairiens, des voltairo-cartésiens, hein, pour aller un petit peu vite, hein, depuis le XVIIe, depuis les règles pour la direction de l'esprit. Eh bien, cette égalité quotidienne, elle n'est pas, par exemple, tout à fait la même dans les romans caribéens. Et j'ai rejeté un coup d'œil sur un roman que j'aime beaucoup, de quelqu'un qui s'appelle Gary Victor, hein, et qui parle alors, le roman s'appelle Le Revenant. Hein. Donc, ce revenant, eh bien, vous avez toute une série de bocors, vous avez des sorciers, vous avez ce qu'on appellerait, avec beaucoup de guillemets, des zombies. Mais nous sommes dans un roman haïtien, caribéen. Et la légalité quotidienne, c'est-à-dire l'admissible, ou en tout cas l'admis, englobe tout à fait cela. Donc, sommes-nous dans le fantastique? À nos yeux, oui. Au leur, non. Donc, vous voyez, là encore, nous ne sommes pas dans de l'absolu, mais dans du relatif, du tangentiel, de la symptotique, etc. Je pensais à un autre roman, un roman, cette fois-ci, malien, d'un auteur très, très connu en Afrique, qui s'appelle Bokar Ndiaye. Et ce roman s'appelle La mort des fétiches de Sénédougou. Eh bien, il est certain que pour notre culture, les féticheurs, la mania, l'envoûtement, cela fait partie d'un fond superstitieux que nous ne partageons pas comme inaltérable l'égalité quotidienne, en tout cas. Donc, il y a là quelque chose de très intéressant, qui est que fantastique chez nous, non fantastique ailleurs. Étrange peut-être quand même, hein. Ethniciste peut-être, folklorisant un petit peu, mais en tout cas, fantastique selon ton Europe, non. Bon. Donc, pour vous dire qu'il y a, bien sûr, je le redis encore, des fantastiques multiples, nombreux et variés, et que ce soir, nous allons en voir une partie regrettablement minuscule, si je puis dire. Autre fantastique aussi, que vous connaissez alors sans doute par les films, eh bien, le fantastique asiatique, tout à fait extraordinaire, les fantômes chinois, mais moi je pense surtout au cinéma japonais qui est arrivé chez nous peu à peu, en particulier à travers quelqu'un qui s'appelle Hideo Nakata, dont vous avez vu, peu importe son nom, j'ai envie de dire, il se trouve que, donc vous avez certainement vu le terrible Ring. Et le non moins terrible et encore plus bourbeux, Darkwater, au son. Alors, si vous voulez, Ring, je pense que si ça a été repris ensuite, il a fait le remake du remake, enfin, il est tout à fait extraordinaire, parce que Gore Verbinski a fait le remake américain, il lui a fait le remake américain du remake américain. Ring, c'est une, comment on pourrait dire ça, un film, si vous voulez, qui, si vous le voyez, vous tue. Le téléphone va sonner, vous allez décrocher, et une voix va vous dire « tu seras mort dans 5 jours ». Et quoi que vous fassiez, il n'y a rien à faire, vous finirez mort. Eh bien, vous qui êtes en train de regarder un film, quand même, hein, vous voyez la mise en abîme. Vous regardez un film, on vous dit que regarder un film peut tuer. Je vous assure que on fait donc, le fantastique japonais, vous voyez, avec mais vraiment de tout autre marqueur générique que le nôtre,
débarque avec ses fantômes revenant, vous savez, ces filles noyées, aux longs cheveux noirs plaqués sur une pâleur diaphane et qui arrivent du fond de l'écran à pas lents. Souvenez-vous, La Nuit des Morts Vivants de Romero, quelle trouille aussi, c'est terrible ça. Bon, donc, ces images venues d'ailleurs, vraiment au sens strict du terme, hein, du monde des morts et puis d'un autre monde que le nôtre, eh bien, là aussi, tangente les définitions, ce que mon ami Anne Besson appelle très justement la proposition todorovienne. Donc, mais enfin, venons-y quand même à cette proposition todorovienne. Et qu'est-ce qu'il nous dit de si important dans ces réflexions, qui fait que quasiment 40 ans de la critique française va rester sur cette proposition. Il nous dit, premièrement, qu'il y a des thèmes, et deuxièmement, qu'il y a des motifs. Alors, sur les thèmes, je vais aller un tout petit peu vite, parce que nous ne sommes pas ici pour faire court, quand même, au sens, on va dire, trop dense du terme. Les questions, oui, les questions peut-être. Pour lui, le fantastique se partage, se divise entre les thèmes du je, et les thèmes du tu, tu. Bon, donc, pourquoi? Alors, les thèmes du je, c'est les thèmes de l'enfance, c'est-à-dire les thèmes de la passivité. C'est lorsque le sujet du récit fantastique, de la nouvelle fantastique, du roman fantastique, il y a tout. Par exemple, chez Hoffmann, vous avez les contes fantastiques, vous avez le roman fantastique, l'extraordinaire Alexis le Diable, qui est moins lisible peut-être que certains de ses contes, mais que nous lisons quand même. Eh bien, les thèmes du jeu, c'est l'enfant, ou ce qui reste d'enfant en nous, agit par le monde. C'est-à-dire, nous sommes l'objet du monde. Nous sommes le jouet du monde. Et Dieu sait s'il y en a des jouets chez Hoffmann. Nous observons le monde avec un regard désespéré, on va dire, puisque nous n'avons pas pris sur lui et ce monde, nous ne le comprenons pas. Donc, ce thème du « je », c'est la perception troublée, la conscience malheureuse, la psyché déchirée des personnages d'Hoffmann. Alors, je faisais allusion tout à l'heure, je ne peux pas trop rester dessus parce qu'ensuite tout le reste vient, vous allez voir, il y a quand même 12 sous-motifs. Donc, je faisais allusion tout à l'heure à ce conte qui est peut-être le conte le plus connu en France. Aussitôt, vous allez dire non. Bon, donc, qui est connu en France en tout cas, c'est L'homme au sable. Attention, pas le marchand de sable, même si c'est exactement la même chose au début. Donc, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Nathanaël et dont le père reçoit un mystérieux inconnu qui vient le soir et qui s'appelle Coppelius, avec qui il a des entretiens mystérieux. Et le petit Nathanaël est persuadé que Coppelius, l'homme au sable, vous savez, le marchand de sable va passer et tu vas enfin dormir, comme ça on se rappelle, ça c'est le sous-texte des parents. Donc cet homme au sable, eh bien, il fait commerce Dieu. Enfin, ce sont des yeux artificiels. Mais le petit garçon est persuadé qu'on va lui arracher les yeux. Psychanalyse arrivant là-dessus, c'est la castration. Arracher les yeux, souvenez-vous, Eric, par exemple, le fantôme de l'opéra, lui, n'a pas de nez. Bon. Entre les vampires qui n'ont pas de reflet, entre Nathanaël qui a peur qu'on lui arrache les yeux, eh bien, toutes ces peurs masculines seront, bien sûr, décryptées par Freud comme crainte de la castration. Donc, vous voyez ce que c'est qu'un récit où, enfin, les thèmes du jeu, c'est l'être paralysé, tétanisé, devant une adversité au contour mal défini. La fin n'est pas très gaie, enfin, je ne suis pas là aussi pour raconter. Vous lirez, vous verrez que ça se finit pas bien. Il est amoureux d'un automate, et une fois qu'il rencontre une vraie femme, eh bien, il ne sait pas quoi en faire, au fond, littéralement. En plus, elle s'appelle Clara, donc quand vous avez peur qu'on vous arrache les yeux, quelqu'un qui s'appelle Clara, qui voit clair, c'est bien sûr tout un programme, et ça se termine par un suicide, ça n'est pas tellement étonnant, le jeu sombre, si vous voulez, devant une adversité incompréhensible ou illisible, dira Freud, l'étrange étrangeté. Donc, ça, ce sont les thèmes du jeu, Hoffmann. Et puis les thèmes du tu, ce sont les thèmes, généralement, que Freud appellera le ça. Les thèmes du tu, c'est tout ce qui est la sexualité interdite, mal vécue, bizarre. Bon, je ne rentre pas dans
dans les ragots concernant certains auteurs. Enfin, par exemple, l'auteur de Vathek, Beckford, était quand même connu pour des mœurs qui à l'époque scandalisaient. Clive Barker, encore aujourd'hui, j'étais un peu surpris, mais si vous regardez l'article Clive Barker dans l'Encyclopédie Universalis, quel lapsus, du fantastique, eh bien ça commence par Clive Barker qui est homosexuel. J'ai envie de dire, ah bon, et chaque fois que quelqu'un est hétérosexuel, vous le dites? Ah ben non. Bon, donc, si vous voulez, on peut peut-être en effet trouver, je ne sais pas, quelques maillages là-dedans, ce n'est pas trop ma façon de penser, mais bon. Donc les thèmes du tube, c'est les thèmes, si vous voulez, d'une sexualité débordante, malvenue, mal vécue. Alors, le moine, c'est lui, j'en parlais, bien sûr de Lewis. Alors évidemment, il y a beaucoup de moines lubriques. Le moine lubrique et la note sanglante, ce sont les fonds inépuisables de notre bon vieux fantastique, vus par, si vous voulez, les Anglais. N'oubliez pas quand même que les Anglais, eux, nous trouvent papistes, nous, les gens du Sud. Donc, Anne Radcliffe, par exemple, la grande femme écrivain de la fin du XVIIIe, ne cesse de stigmatiser dans ces seigneurs italiens vénineux le papisme que l'Angleterre éclairée a rejeté, tout en défendant justement ce gothique qui permet aussi une libération féminine. Ça, on y verra peut-être un petit peu plus tard. La morte amoureuse, bel exemple aussi de sexualité déviante. Un jeune moine tombe amoureux de la femme la plus belle du monde, en plus ça s'appelle Clarimonde, donc la plus belle du monde, et on se rend compte un peu que c'est un vampire, et elle tombera en poussière sous les coups de l'abbé Sérapion, qui est le mentor du jeune moine, et qui lui dit, arrière Satan, les femmes c'est le diable, donc il la tue, etc. Mais il y a aussi le diable amoureux, tout simplement, de Cazotte, notre français Cazotte, qui paiera très cher d'ailleurs ses engagements, puisqu'il sera, vous le savez, guillotiné par les révolutionnaires. Et puis il y a tant d'autres types, mais cela nous entraînerait très loin. Donc je, c'est la conscience, tu, c'est l'inconscient. Pour y aller vraiment à grande guide. Bon. Et vous allez dire, mais la plupart du temps c'est les deux. Ben oui, naturellement, la plupart du temps c'est les deux. Mais c'est la dialectique difficile et impossible entre les deux qui crée justement le fantastique. Cette hésitation qui saisit un personnage qui ne connaît que les lois naturelles devant un événement en apparence surnaturel. Et nous retrouvons bien ici la définition todorovienne. Donc, on pourrait multiplier les exemples, j'en ai mis un petit peu de tous les côtés, mais j'y reviendrai après. Et cette pensée du je et du tu ne suffit pas. Elle va s'accompagner de toute une réflexion sur les motifs du fantastique. Et c'est là que Todorov rejoint les grands autres critiques que j'énonçais tout à l'heure. Il y a vraiment une école formidable en France. Castex, lui c'est le grand spécialiste du romantisme. Alors, bon, il se dispute avec Belman Noël, qui va des choses pareilles, il y a Louis Vax. Donc il y a vraiment, sachant, soyons fiers de cela. Nous avons eu, en tout cas, je vous parle de cela, bien sûr, les décennies passent, mais nous avons eu un pool là extraordinaire de fantastique.